À 2h37, Dar es Salaam s'est soudainement éteinte. Les écrans noirs, Ennis. Les connexions figées, la ville plongée dans un silence irréel. Le gouvernement a parlé d'un incident technique, mais pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas une panne, c'était un signal. Car lorsqu'une nation perd sa voix numérique, c'est son souffle démocratique qui s'arrête. Et si, derrière cette obscurité, se cachait une stratégie plus vaste, un test silencieux pour mesurer jusqu'où l'Afrique peut tolérer le contrôle avant de défendre sa liberté? Cette enquête promet d'expliquer comment une coupure numérique, apparemment accidentelle, a révélé les tensions profondes d'un continent en mutation. Elle montrera pourquoi l'incident de Dar es Salaam n'est pas seulement un problème technique, mais le symptôme d'une bataille pour pour la souveraineté numérique africaine. En suivant le fil des événements, on découvrira comment la Tanzanie est passée du silence des serveurs à la colère des rues, comment une panne d'Internet a bouleversé la perception du pouvoir et pourquoi des voix comme celle d'Ibrahim Traoré y voient un tournant pour toute une génération. Le bénéfice pour le spectateur est clair, comprendre les risques d'un monde où le contrôle de l'information devient une arme politique, et comment la jeunesse africaine réinvente sa résistance à l'ère numérique. Derrière chaque blackout se cache un message, derrière chaque écran éteint, une tentative d'effacement. Cette histoire décryptera ce que ces silences disent réellement du futur africain, entre pouvoir, technologie et dignité. La mini-révélation survint dès l'aube. La coupure d'Internet n'avait pas réduit les voix dissidentes, elle les avait multipliées. Alors que le trafic national chutait de près de 10%, les messages, vidéos et hashtags alternatifs se répandaient comme des éclats dans l'obscurité. Cette ironie du contrôle, vouloir faire taire pour mieux dévoiler, frappa Ibrahim Traoré, attentif depuis Ouagadougou. Dans les rues de Dar es Salaam, des témoins rapportaient les affrontements près des bureaux de vote de Kimara et Kinondoni. Les tirs, les grenades lacrymogènes, la fuite des jeunes militants. Tout indiquait une stratégie d'étouffement de la contestation. Pourtant, la jeunesse tanzanienne apprenait vite. Rivée d'accès, elle trouva d'autres voies. VPN, réseau chiffré, impression clandestine. Chaque image partagée devenait un acte de défi, chaque message codé, une bouffée d'air libre. Pour Ibrahim Traoré, ce phénomène sonnait comme un écho de son propre combat. Ce qu'il observait en Tanzanie, c'était la matérialisation d'un dilemme continental. Comment défendre la souveraineté sans sacrifier la liberté? La coupure d'Internet, prétendue mesure de sécurité, se révélait un test grandeur nature pour toute l'Afrique. Si les jeunes ne peuvent plus se stettler, pas plus se connecter, peuvent ils encore se fédérer? En quelques heures, la capitale, jadis centre nerveux de la communication, africaine, devint un symbole, celui d'une ère où la censure numérique remplace la censure physique. Et malgré l'obscurité, la lumière circulait, plus rapide, plus insaisissable. Ce renversement, que Traoré interpréta comme une leçon stratégique, redessinait le champ de bataille moderne, non plus sur les places publiques, mais dans les flux invisibles des données et des consciences. Pour comprendre cette crise, il faut suivre deux figures clés, la jeunesse connectée et les forces de l'ordre. Les premières brandissent leur téléphone comme des symboles de liberté. Les secondes, leurs uniformes sonnent comme gage d'ordre, entre lesquels un fil tendu, fragile, que chaque coupure d'Internet rend plus tranchant. À Dar es Salaam, des étudiants s'étaient improvisés journalistes. Leurs caméras de fortune filmaient les affrontements de Kimara avant d'être partagés via des applications chiffrées. Les autorités tentaient de supprimer ces contenus, mais plus elles coupaient les canaux, plus d'autres apparaissaient. Ce jeu du chat et de la souris devint une danse stratégique. Les jeunes changeaient d'outils aussi vite que les filtres se renforçaient. Les forces de sécurité, elles, appliquaient des ordres contradictoires. Maintenir la paix tout en restreignant la parole. Beaucoup voyaient dans les manifestants des agitateurs. D'autres bénissent. Comprenez, mais que ce mouvement dépassait la politique, qu'il s'agissait d'une génération cherchant à être entendue.
Dans les jours suivants, les rues s'étaient vidées, mais pas les esprits. Sur les forums privés, les discussions s'enflammaient. Que signifiait cette coupure? Était-ce une simple panne ou une répétition générale du contrôle total? Les débats révélaient une maturité nouvelle, celle d'un peuple qui refuse d'être réduit au silence, même dans l'obscurité. Ainsi, dès les premiers impacts, un constat s'imposait. Éteindre les écrans n'efface pas les idées. Le pouvoir peut réguler les signaux, mais non les consciences. Tout débuta le 22 octobre, veille des élections. Les premières anomalies furent repérées dans le réseau de télécommunications. Ralentissement, restrictions partielles, blocage inexpliqué. Les médias indépendants dénoncèrent des tests de censure. À minuit passé, certains journalistes reçurent l'ordre officieux de suspendre leur publication. Le lendemain, à 2h37, tout bascula. Écran noir, sites inaccessibles, réseau figé. La Tanzanie venait d'entrer dans son silence numérique. Les autorités affirmèrent qu'il s'agissait d'une simple panne. Mais les rues racontaient une autre histoire. À Kimara et Kinondoni, des affrontements éclatèrent entre les forces de sécurité et des citoyens décidés à voter coûte que coûte. Des bombes lacrymogènes éclataient. Des cris résonnaient dans la nuit. Tandis que les jeunes filmaient les scènes sur leur téléphone. Les vidéos, privées d'Internet, circulaient hors ligne, échangées par Bluetooth, transférées via VPN, puis ressurgissaient dès qu'un signal faible réapparaissait. L'apogée survint le 23 au soir. Malgré le couvre-feu, près de 50 000 personnes descendirent dans les rues de Dar es Salaam, bravant les interdits. Les slogans appelaient à la liberté, à la dignité, à la fin de la censure. Le pouvoir répondit par la force. Arrestations massives, dispersion brutale, coupure d'électricité localisée. Mais à chaque tentative de blocage, la résistance se recomposait. Des groupes d'étudiants prirent la tête de la contestation numérique, contournant les pare-feux grâce à des applications chiffrées. Pendant ce temps, depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait les images retransmises par des canaux sécurisés. Pour lui, la Tanzanie offrait une leçon en temps réel. La répression de la parole numérique pouvait étouffer la peur, mais jamais la conscience collective. Il voyait dans cette crise une réplique lointaine de ses propres batailles au Burkina Faso, un rappel que l'Afrique était entrée dans une ère où l'information est aussi stratégique que le territoire. Les répliques s'étendirent sur plusieurs jours. Le 24 octobre, l'état d'urgence fut décrété. Le 25, des organisations comme Human Rights Watch signalèrent des violences et des morts parmi les manifestants. Les pertes économiques devinrent palpables. Des millions de dollars envolés dans le commerce électronique paralysé. L'ombre d'une crise politique durable planait. Pourtant, au cœur du chaos, une certitude naissait. Le silence imposé n'était plus possible. Ce que le gouvernement avait voulu présenter comme un incident technique devenait un révélateur d'époque. Chaque coupure, chaque censure, chaque mensonge amplifiait la défiance. Le quai ordre proclamé masquait une fracture morale. Et dans le regard d'Ibrahim Traoré, un avertissement se formait. Couper Internet, c'est croire qu'on peut éteindre une génération, mais on ne peut pas censurer une conscience éveillée. Les preuves accumulées après la coupure d'Internet en Tanzanie parlent d'elle même. Les chiffres, froids et précis, dessinent une trajectoire que les discours officiels n'ont pas su dissimuler. Première donnée, la chute du trafic Internet national. Selon l'organisation indépendante NetBlocks, la connectivité tanzanienne a chuté de 10% en seulement quelques heures, atteignant un niveau sans précédent dans la région. Cette statistique ne traduit pas seulement un dysfonctionnement technique, elle révèle une décision coordonnée, probablement mise en œuvre pour contrôler la circulation de l'information. En termes économiques, chaque heure de coupure représentait des pertes estimées à plusieurs millions de dollars, un impact direct sur les services numériques et le commerce en ligne. Deuxième donnée, l'explosion de l'activisme numérique. Malgré le blackout, plus de 5 millions de mentions des hashtags Bata Tanzania Crisis et Han in Internet Shutdown ont été recensées en 24 heures. Ce phénomène illustre un paradoxe saisissant. Plus le pouvoir tente de taire,
plus la parole cherche à s'amplifier. Ces hashtags ont été relayés non seulement par les Tanzaniens, mais aussi par les diasporas africaines, les journalistes indépendants et les organisations panafricaines. La résistance s'est globalisée en temps réel, franchissant les frontières par que la censure voulait ériger. Troisième donnée, la mobilisation physique. Les estimations locales et près de 50 000 manifestants rassemblés dans les jours suivant les élections, principalement à Dar es Salaam. Ce chiffre, bien que contesté par le gouvernement, reste cohérent avec les observations croisées de plusieurs ONG. La coupure numérique n'a donc pas paralysé la contestation. Elle l'a déplacée dans la rue, matérialisant dans l'espace public ce qui bouillonnait déjà dans le virtuel. Ces trois données, connectivité, communication, contestation, forment un triangle d'interdépendance. À mesure que l'une baisse, les deux autres se renforcent. L'économie souffre, mais la conscience civique s'aiguise. Le pouvoir central perd le monopole de la narration et la société civile gagne en créativité. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré analysait ces courbes comme des signaux faibles d'une mutation politique. Pour lui, la Tanzanie illustrait ce qu'il appelle la souveraineté fractale, un pouvoir dispersé, qui échappe au contrôle vertical dès que la communication devient horizontale. Il observait aussi que le coût économique de la censure dépasse souvent son bénéfice politique. Éteindre les réseaux revient à affaiblir la confiance, donc la stabilité même du régime. Les chiffres, lorsqu'ils sont remis dans leur contexte, composent un avertissement clair. Chaque pourcentage perdu de connectivité réduit la marge de dialogue. Chaque million perdu dans l'économie numérique creuse le fossé entre État et citoyens. Et chaque voix muselée renaît ailleurs plus déterminée. La Tanzanie n'a pas seulement vécu une panne, elle a expérimenté le prix exact du silence. Deux récits s'opposent frontalement. Le premier, défendu par le gouvernement tanzanien, affirme que la coupure d'Internet était une mesure de sécurité nécessaire pour prévenir le chaos pendant les élections. Selon cette logique, les réseaux sociaux servaient de vecteurs à la désinformation et à la provocation, menaçant l'ordre public. Mieux valait une brève interruption qu'un embrasement national. La stabilité, disent-ils, a un prix, celui du silence temporaire. Le second récit, porté par la société civile et des voix panafricaines, défend le droit fondamental à l'expression. Couper les connexions, c'est briser le lien entre citoyens et vérité. Les ONG rappellent que les violences les plus graves se produisent justement quand l'opacité s'installe. Le contrôle total des flux d'informations, loin d'apaiser les tensions, les déplace vers la rue. Et les pertes économiques, estimées à des centaines de millions de dollars, prouvent qu'un ordre imposé par la censure coûte plus cher qu'il ne rapporte. Entre ces deux positions, un espace critique émerge, celui du dialogue rationnel. Pour Ibrahim Traoré, la véritable force d'un État ne se mesure pas à sa capacité de couper le signal, mais à celle d'en expliquer les raisons et la durée. Le dirigeant burkinabé plaide pour un modèle de gouvernance où chaque restriction doit être encadrée, proportionnée et réversible. Ce principe, qu'il nomme transparence d'urgence, vise à préserver la confiance pendant les crises. En Tanzanie, aucune explication claire n'a été donnée. L'opacité a nourri la peur, et la peur, la colère. Le résultat est sans équivoque. L'État a perdu la maîtrise du récit. C'est là que se joue le cœur du problème africain moderne, la tension entre contrôle et légitimité. Le silence imposé par la force crée un vide, et ce vide finit toujours par être comblé par d'autres voix. La stabilité ne se décrète pas, elle se construit dans la lumière du dialogue. Un tournant inattendu surgit au milieu de la crise. Une vidéo de 30 secondes fit surface, montrant un haut responsable du ministère de l'Intérieur tanzanien reconnaissant publiquement les violences policières et exprimant des regrets. Cet aveu rapide et mal cadré fut aussitôt supprimé des plateformes officielles, mais le mal était fait. Dans un pays plongé dans le silence, une seule voix brisée suffisait à fissurer le mur du contrôle. La séquence se propagea comme une traînée de poudre via des réseaux alternatifs, suscitant une vague d'émotion et d'espoir. Pour la première fois, les manifestants n'étaient plus seuls à dénoncer la répression. Le pouvoir, lui, même semblait vaciller sous le poids de la vérité. Depuis Ouagadougou,
Ibrahim Traoré observa cet instant avec attention. Il y vit la preuve que même les systèmes les plus verrouillés ne peuvent effacer la responsabilité. Pour lui, cet éclat de sincérité marquait le début d'un basculement moral. Ce moment suspendu, ni victoire ni défaite, montrait que dans le tumulte africain contemporain, la transparence, même accidentelle, reste le geste le plus révolutionnaire. Une brèche venait de s'ouvrir et l'histoire s'y engouffrait. Les conséquences de la répression en Tanzanie s'étendent bien au-delà de ses frontières. Elles se déploient sur 4 plans distincts, politique, économique, social et continental, où chacune révèle une fissure plus large dans l'architecture du pouvoir africain. Sur le plan politique, le gouvernement de Samia Suluhu Hassan a cru préserver la stabilité par la force, mais il a au contraire fracturé la société. Les partisans du régime voient dans la fermeté un rempart contre le chaos. Les opposants y lisent la preuve d'une peur institutionnelle. Cette polarisation nourrit une méfiance durable. Chaque communiqué officiel devient suspect. Chaque silence d'État résonne comme une dissimulation. Sur le plan économique, le choc a été brutal. Les fermetures d'Internet ont paralysé le commerce électronique et les transactions bancaires, provoquant des pertes estimées à plus de 10 millions de dollars en 3 jours. Des entreprises locales, privées d'accès aux clients, ont licencié en urgence. Le ralentissement des flux numériques a eu un effet domino. Logistique bloquée, exportation suspendue, confiance des investisseurs érodée. La censure a ainsi révélé son coût caché, celui d'un isolement forcé dans une économie interconnectée. Sur le plan social, la fracture générationnelle s'est élargie. Les jeunes, hyperconnectés, ont perçu la coupure comme une attaque directe contre leur liberté. Rivés de réseaux, ils ont réinventé leurs moyens d'action. Forums clandestins, diffusion hors ligne, presse artisanale. Chaque message imprimé devenait une déclaration de résistance. Ce n'était plus seulement un combat pour Internet, mais pour la dignité même d'exister dans l'espace public. Sur le plan continental, le cas tanzanien a eu un retentissement immense. Des mouvements étudiants au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud ont exprimé leur solidarité, dénonçant une contagion autoritaire. Des figures comme Ibrahim Traoré ont transformé cette indignation en plaidoyer panafricain. Dans ses interventions, il soulignait que la souveraineté africaine ne saurait être bâtie sur la peur. Le vrai pouvoir n'est pas de couper le lien, mais de le protéger. À l'échelle diplomatique, l'Union africaine et l'Union européenne ont condamné la répression, réclamant une enquête indépendante. Pourtant, les réponses officielles demeurent évasives et la méfiance s'installe durablement. Ainsi, la Tanzanie devient un miroir pour le continent. Chaque coupure d'Internet y réveille un souvenir collectif, celui des libertés promises mais jamais garanties. La crise a démontré une vérité essentielle. Dans l'Afrique du XXIe siècle, la lumière ne vient plus des palais, mais des écrans. Et quand ceux-ci s'éteignent, c'est le peuple qui rallume la flamme. Dans les mois à venir, 3 scénarios principaux se dessinent pour la Tanzanie, chacun porteur de conséquences profondes pour le pays et pour l'Afrique entière. Le scénario de la répression prolongée. Le gouvernement maintient la ligne dure. Les coupures d'Internet deviennent un outil institutionnalisé de contrôle. La surveillance numérique s'intensifie, les médias indépendants disparaissent et la société civile se replie. Ce scénario dit de base semble le plus probable à court terme. Il garantirait une stabilité apparente, mais au prix d'une méfiance durable. Le risque majeur serait une dérive vers l'autarcie numérique et la perte de confiance internationale. Le scénario de l'ouverture pragmatique, sous la pression combinée des sanctions économiques, des ONG et des voix africaines, dont celle d'Ibrahim Traoré, le pouvoir tanzanien accepte d'engager un dialogue contrôlé. Il autorise la supervision indépendante des coupures, met en place une charte de transparence et promet une réforme électorale partielle. Cette voie, difficile mais possible, pourrait rétablir la légitimité du régime et repositionner la Tanzanie comme pionnière d'une gouvernance numérique responsable. La jeunesse, redevenue actrice, y verrait une victoire morale. Le scénario de la contagion régionale. Le pire cas, mais non le moins plausible.
La crise tanzanienne inspire des mouvements similaires dans d'autres pays autoritaires d'Afrique de l'Est. Les jeunes imitent les stratégies de résistance numérique, tandis que les gouvernements adoptent les mêmes outils de contrôle. Un effet domino de contestation et de coupure pourrait alors embraser la région, menaçant la stabilité politique et économique. Dans ce cas, la Tanzanie deviendrait non pas un exemple de résilience, mais un signal d'alarme continentale. Dans tous les cas, une constante demeure, la question du contrôle de l'information comme instrument du pouvoir. Pour Ibrahim Traoré, le futur africain dépendra de la manière dont les dirigeants géreront cette tension entre sécurité et liberté. Un État qui gouverne par la peur du signal finira par craindre ses propres citoyens. Les 6 à 12 prochains mois seront donc décisifs. Soit la Tanzanie transforme sa crise en renaissance politique, soit elle enracine la méfiance comme norme. Chaque spectateur, où qu'il se trouve, peut se reconnaître dans l'une des 3 sphères que cette histoire traverse. La première, celle des créateurs et journalistes indépendants. Leur travail devient fragile lorsque le signal s'éteint. Pourtant, leur rôle est vital: vérifier, contextualiser, transmettre malgré les barrières. En Tanzanie, certains reporters ont continué à informer depuis des cafés privés, via des serveurs étrangers ou des publications différées. Leur courage rappelle que la liberté d'expression n'est jamais acquise. Elle se maintient par l'effort quotidien de raconter ce que d'autres voudraient taire. La deuxième, celle des entrepreneurs et des artisans du numérique. Quand la connexion s'arrête, c'est toute une économie qui vacille. Les petites entreprises, les chauffeurs de plateforme, les commerçants en ligne deviennent invisibles. Pourtant, ces acteurs forment l'épine dorsale d'une Afrique moderne et interconnectée. Réfléchir à des solutions de continuité, systèmes hors ligne, paiements différés, réseaux communautaires, devient une forme de résistance économique. La troisième, celle des citoyens ordinaires. Chaque téléphone, chaque compte, chaque message partagé est un acte politique. Protéger ses données, vérifier ses sources, refuser la manipulation, ce sont des gestes simples mais essentiels. Dans les crises, la responsabilité individuelle devient une défense collective. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré rappelle souvent que la démocratie n'a pas besoin d'armes, elle a besoin d'attention. Être spectateur, aujourd'hui, c'est déjà choisir son camp, celui du silence commode ou celui du regard lucide. Car le drame tanzanien n'est pas un conte lointain. C'est une leçon pour toute une génération africaine qui doit apprendre à défendre ses droits, non pas dans la rue seule, mais dans la sphère numérique où se joue désormais son avenir. Face à la montée de la censure numérique, plusieurs pistes concrètes émergent pour redonner souffle à la liberté d'expression sans sombrer dans le désordre. Première étape, la transparence des décisions. Chaque interruption de service devrait être documentée, justifiée et limitée dans le temps. Une instance indépendante, composée d'experts, de juristes et de membres de la société civile, doit pouvoir en vérifier la nécessité. Sans cela, chaque coupure sera perçue comme un abus. Deuxième étape, la résilience technologique. Encourager le développement d'infrastructures régionales, de serveurs africains et de systèmes de communication décentralisés réduirait la dépendance aux acteurs étrangers. Les VPN, les réseaux locaux et les modes hors ligne doivent être intégrés aux politiques publiques comme continuité et non considérés comme des menaces. Troisième étape, l'éducation numérique. Former les citoyens à reconnaître les manipulations, sécuriser leurs données et garder des copies locales des informations vitales. Une société informée est une société plus difficile à censurer. Quatrième étape, la diplomatie du numérique. L'Union africaine pourrait instaurer un acte de souveraineté ouverte, définissant les limites du contrôle étatique sur les communications, tout en garantissant la sécurité collective. Pour Ibrahim Traoré, ces réformes sont la clé d'un renouveau africain. Il insiste, la souveraineté numérique n'est pas le droit de couper, mais le devoir de protéger. Ce message, porté avec calme et lucidité, propose un modèle d'équilibre entre autorité et responsabilité, entre stabilité et dignité. Car l'avenir du continent ne se jouera pas seulement dans les urnes, mais dans la capacité de ces peuples à maintenir la lumière dans le réseau, même quand le pouvoir choisit l'obscurité.
La nuit retomba sur Dar es Salaam, mais cette fois, elle ne fit plus peur. Dans les dortoirs universitaires, dans les cafés, dans les ruelles sans signal, des jeunes échangeaient encore, prouvant qu'un peuple privé d'Internet n'est pas un peuple muet. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré regardait ces visages filmés dans l'obscurité et y voyait son propre reflet, celui d'une Afrique qui refuse d'être réduite au silence. Les voix tanzaniennes, étouffées un instant, avaient trouvé d'autres chemins. Elles traversaient les frontières, réveillaient les consciences et rappelaient une vérité simple. La liberté ne s'éteint pas, elle migre, chaque génération la réinvente à sa manière. Traoré, témoin et acteur d'un renouveau panafricain, résumait ce moment d'une phrase. Le silence n'est jamais neutre, il choisit toujours son camp. La Tanzanie a offert au continent une leçon d'unité et de courage. Derrière chaque coupure, il y a des milliers de connexions humaines prêtes à se rallumer. Et tant qu'il restera une voix, un regard, une main tendue pour dire non à la peur, la lumière ne s'éteindra pas vraiment. Cette histoire n'appartient pas qu'à la Tanzanie. Elle concerne chaque Africain, chaque citoyen du monde connecté. Car derrière chaque écran, il y a une responsabilité partagée, celle de protéger la parole, de défendre le droit d'informer et d'être informé. Si vous êtes créateur de contenu, continuez à raconter, même quand le signal vacille. Si vous êtes entrepreneur, imaginez des outils qui résistent aux coupures, qui gardent vivante la communication. Si vous êtes simple spectateur, vérifiez, partagez, questionnez, car le doute réfléchi est la première pierre de la liberté. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré invite à un engagement sobre mais déterminé. Parler n'est pas un risque, c'est un devoir. Son appel n'est pas politique, il est moral. L'Afrique de demain se construira sur la clarté de ses voix, non sur le poids de ses silences. Et vous, que ferez, vous, lorsque la lumière de votre écran s'éteindra? Resterez, vous, spectateurs, ou rallumerez, vous, à votre façon, la flamme du dialogue?